Quoi qu'il en soit, vous partez pour Rio de Janeiro et, en échange du microfilm, vous lui donnez 50 000 francs. Nouveau ? Nouveau. Dans ce cas, procédure habituelle ? Procédure habituelle. Tenez, voici vos papiers. Vous êtes reporter photographe dans un journal du soir et vous vous appelez Noël Flantier. Noël Flantier ? Oui. Bonjour à tous, un nouvel épisode de Maxette, un épisode spécial aujourd'hui. Donc je suis avec Sébastien, donc le présentateur de la prochaine séance à la médiathèque Maurice Genevoix de Blois, dans le cadre d'un cycle qui va bientôt commencer, un cycle qui porte sur l'Amérique latine. Ce cycle se base sur le voyage de Clémence et Oran qui ont donc fait un périple en Bolivie, Colombie et Pérou, qui sont allés à la rencontre des gens sur place, voir comment se rencontrer des artistes locaux, faire un petit peu un petit inventaire de l'art autochtone, de la culture, de la vie des femmes sur place. Et suite à ce voyage, donc une expo, des projections et donc des podcasts seront organisés. Tout ça sera disponible à partir du 12 avril, donc sur place à la médiathèque Maurice Genevoix, donc rue de Vasco de Gama à Blois. Et dans ce cadre-là, avec Sébastien, épisode de Maxette spécial. Salut Sébastien. Salut Étienne, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Moi, ma foi, très très bien. Dès que je suis devant un micro pour parler film, ça me va toujours. Voilà. Et donc la mission que nous a confiée Nolwenn de la médiathèque, c'est de choisir 7 films en rapport avec l'Amérique du Sud. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me decís. Donc le premier film de la sélection, c'est moi qui l'ai choisi, c'est Amour Chien de Alejandro González Iñárritu. J'accepte, allez, on va éviter. Okay. On va pas faire attention au R que tu ne roules pas. Mais allez. Non, je suis incapable de rouler l'air. Alors, Alejandro, je vais te le refaire. Alejandro González Iñárritu. Ok. Alejandro González Iñárritu. Très bien. Je vais pas le faire à chaque fois. Tu seras le référent au niveau des accents, pas de souci. Je vais essayer. Donc c'est un film mexicain de 2000, c'est le premier film de Iñárritu, donc je crois que ça doit être son seul film 100% mexicain. Donc c'est un film choral qui va raconter trois histoires différentes, ces 3 histoires sont liées par un seul événement qui a lieu au début du film, et au fur et à mesure du déroulé du métrage, on va voir les histoires qui vont se rapprocher au fur et à mesure. Et donc le titre Amour Chienne, c'est pas pour rien, parce que les chiens ont un rôle très très important dans les 3 histoires. Et c'est aussi un souci avec des histoires d'amour qui sont difficiles à vivre et donc qui sont un peu chiennes de vie. Donc, alors ce qui est vraiment impressionnant dans ce film, il y a un premier passage qui est vraiment extrêmement fort autour des combats de chiens et d'une famille qui est en train de se fragmenter avec 2 frères qui se disputent grosso modo la femme de l'un des 2. Et ça va pas forcément bien finir. Tout ça va s'articuler autour d'un accident de voiture qui va faire intervenir donc les autres protagonistes, mais j'ai peur d'en dire plus parce que ça gâcherait un peu le film. Des fois, il faut éviter d'en dire trop. Voilà, donc juste un petit avertissement, si vous êtes sensible au niveau des sévices attribués aux animaux, il y a quand même beaucoup de combats de chiens, même si le film assure qu'il n'y a pas eu d'animaux maltraités. Les scènes sont quand même, le rendu est quand même ultra réaliste, donc ça peut être assez violent. Chez Iñárritu, je le dis à la française. Ouais. Chez Iñárritu, en termes de mise en scène, c'est quelqu'un quand même qui est assez pointilleux, je pense, quand on voit le reste de sa filmographie. Donc, je veux bien croire que ce soit quelque chose de très réaliste de sa part. Voilà. Et donc, ce qui va être appréciable dans ce film, c'est que c'est déjà d'une maîtrise pour un premier film qui est impressionnante. Donc la photographie, elle est superbe. Donc ça se passe à Mexico.
Donc on profite de la ville et des quartiers pauvres de Mexico, parce que là on a affaire à plusieurs classes sociales. Donc dans le premier chapitre, il va décrire vraiment une classe sociale plutôt défavorisée, avec des gens qui ont vraiment des tout petits métiers. Chapitre suivant, on est plutôt être sur les classes favorisées. On finit même avec un pseudo-SDF sur la fin. Donc vraiment, il n'a pas peur de montrer la vie à Mexico telle qu'elle lui paraît être, vraiment dans sa diversité et surtout dans un malheur très ancré dans les classes sociales les moins favorisées. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à un autre film qui a été tourné au Mexique, un film mexicain, donc réalisé par un espagnol, c'est Los Olvidados de Luis Buñuel, qui lui aussi justement avait fait très fort avec ce film-là, parce qu'il n'avait absolument pas hésité à filmer la pauvreté telle qu'elle était présente dans les bidonvilles, et il avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et c'est un film aussi, en plus d'Amour chienne, si vous avez l'occasion de regarder, n'hésitez pas à aller voir Los Olvidados de Luis Buñuel, c'est vraiment aussi une très grosse claque. Je ne vais pas pouvoir dire grand-chose autour de ce film, parce que j'avouerai que c'est un des films d'Iñárritu que je n'ai pas vu. Parce que c'est vrai qu'Iñárritu, il est surtout connu maintenant aussi pour sa carrière maintenant américaine, avec la manière dont tu m'as décrit Amour chienne, avec ce scénario en plusieurs intrigues qui se chevauchent parallèles, c'est Babel. Tout à fait. Avec Brad Pitt et Cate Blanchett, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, ouais. Après, alors... à revérifier, mais je ne sais plus de quelle nationalité il est. Et juste après, il avait fait Beautiful avec Javier Bardem, qui me semble qu'il est un peu plus hispanique. Sûrement, ouais. Mais oui, après, on le connaît évidemment. Et il a été oscarisé pour ça, pour Birdman. Il y a eu The Revenant. Donc, j'ai vu ces films-là. Je n'ai pas vu son dernier, qui est Bardo, sur Netflix. Mais non, celui-là, j'aimerais bien le découvrir. Mais j'avoue que de ce que tu me dis sur les chiens, moi, j'aime beaucoup les animaux. Et même si c'est bien fait, j'ai vu aussi des films, justement, qui auraient pu entrer dans ce cycle Amérique latine, où il y a eu des problèmes de production. D'ailleurs, il y en a, je pense qu'on va en reparler un petit peu, où des fois les animaux sont un peu maltraités. Et c'est vrai que de voir ça, que ce soit du fake ou du vrai, moi ça me dérange. C'est vraiment ma petite réticence, mais voilà, le fait que ça soit du Iñárritu, qui est un réalisateur de renommée maintenant, on peut même plus le présenter, je veux dire. Ça me donne envie, juste pour me faire sa filmographie. Et qui paraissait vraiment déjà en pleine possession de ses moyens, déjà dès le premier film. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de premier film, en général, il y a toujours des petits défauts qu'on voit ici et là, et qui se corrigent au fur et à mesure que la filmographie du réalisateur en question, elle grossit. Il y en a quelques-uns. On a eu le cas aussi avec Cronos de Guillermo del Toro. Tout à fait. Dont la sortie ciné, c'est un film qui est sorti en 92, 12 ou 13, dans ces eaux-là, mais qui n'est pas sorti en France. Là, on a eu le droit, il y a quelques semaines, où on enregistre une sortie cinéma, donc on a pu présenter avec les Lobbies une séance qui devrait sortir bientôt. Alors je ne sais plus quand exactement, d'ici quelques mois, une sortie sous support physique, et je pense que les bibliothèques de l'Aglopolis et les autres devraient profiter de cette sortie-là pour rajouter à leur catalogue. Mais voilà, pour dire que Guillermo del Toro, il avait fait Cronos, qui est peut-être des petits défauts, mais il y avait déjà tout son cinéma en un premier long métrage. Oui, tout à fait. Toi qui l'as vu du coup, est-ce que justement Iñárritu, il y a la maîtrise, est-ce qu'il y a tout son cinéma selon toi dans ce Amour chienne ? Je trouve qu'il y a, il a quand même une cinématographie assez variée. Je trouve que là, on retrouve dans Amour chienne, c'est presque un cycle avec 21 grammes et Babel, justement, avec cette façon de monter des histoires en parallèle, mais de façon plus linéaire que Tarantino. Tarantino, par exemple, lui, il va beaucoup monter, il y aura beaucoup d'allers-retours entre les différentes histoires. Lui, il va plutôt fonctionner par chapitre, avec des fois quelques petits inserts, mais c'est assez rare. Et à chaque fois, avec le même événement qui va permettre de passer d'un chapitre à l'autre. Donc l'événement que nous l'avons vers au début, c'est au début du film, je peux le dire, c'est un accident de voiture, qui va revenir à chaque fois et qui va permettre de faire le lien avec le chapitre suivant. Et ça, il le fait aussi donc dans 21 grammes et dans Babel. D'accord. Donc après, il a quand même changé un peu de style avec Birdman, où du coup, là, on n'a pas du tout ce... C'est vrai que c'est peut-être plus expérimental en termes de mise en scène, à partir de là. Oui, peut-être, je pense, Avec les plans séquences, il y a un côté un peu plus naturaliste aussi sur l'image. Oui. Et puis justement, un déroulé, narratif qui va être chronologique, qui va pas revenir en arrière, etc. Donc, il nous fait pas une Nolan, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc,
Disponible à la bibliothèque. Moi, je le conseille très fort. Franchement, n'hésitez pas. Ok, dès que j'aurai l'occasion de le découvrir, je pense que je sauterai sur l'occasion. On pourrait, tiens, ça me fait penser, parce qu'on a parlé de Guillermo del Toro, mais en parlant de réalisateur mexicain, on pourrait parler aussi de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Voilà, et son premier film aussi mexicain, je crois qu'il n'est pas disponible malheureusement à la bibliothèque, c'est Y tu mamá también. Si, il y est. Ah, il y est, ok, très bien. Y tu mamá también. Donc, est disponible aussi, donc n'hésitez pas, c'est aussi un film assez dur là, qui va raconter, la fugue de 2 jeunes étudiants avec une femme plus âgée, une femme qui est malade d'un cancer, qui est en train de mourir et qui va vivre ses derniers moments avec eux, quoi. C'est gai. Voilà. Autrement aussi, pour situer Alfonso Cuarón, qui a également eu quasiment la même carrière que Iñárritu, c'est que maintenant il est très connu à l'international via ses films américains. On a eu droit, évidemment, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Moi, je dirais toujours Azkaban, mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais. Les Fils de l'Homme, évidemment, et Gravity. Ouais. Et il se murmure. Et Roma, oui, sur Netflix également, comme je dis, qu'il a la même carrière qu'Iñárritu. Oui. Et il se murmure qu'actuellement, comme Amazon vient de récupérer intégralement les droits de la franchise de James Bond, donc là ils sont en train de rechercher également un nouveau réalisateur, et il se murmure que l'un de leurs premiers choix serait justement Alfonso Cuarón. Très bien, il y a pire. C'est un peu rassurant parce que même justement Harry Potter 3, film de studio, un film avec un cahier des charges, vu comment il s'en est sorti, je pense que voilà, c'est une valeur sûre. Si c'est le cas, bien sûr. Et puis je ne pense pas qu'il se déplace pour quelque chose, pour faire le tâcheron avec Cuarón. Non, vu la notoriété qu'il a aujourd'hui, non. C'est comme Mickey 17 avec Bong Joon-ho. Le gars, on peut lui donner de l'argent. Il fera ce qu'il veut, il en a rien à faire. Alors pour le second film, on va prendre un réalisateur à connotation hispanique, Mel Gibson. Non, allez, j'arrête la vanne. Elle a été préparée, elle n'est pas terrible. Non, là, on va attaquer Apocalypto de Mel Gibson. Donc, un film qui se passe au début du XVIe siècle et qui raconte, en grosso modo, la déchéance de la civilisation maya, ou plutôt, on va suivre une petite tribu qui va se faire attaquer par une tribu un peu plus conséquente et qui va les capturer et les emmener, bien sûr, dans leur grande cité faite de bâtiments, surtout les pyramides, pour les sacrifier pour leurs dieux. Sauf que bien sûr le héros qu'on va suivre pendant l'attaque, il a pu protéger sa femme qui est enceinte et son enfant aussi, parce qu'il a déjà un enfant de mémoire, dans une sorte de crevasse, une fosse, sauf que il a intérêt à rentrer très vite parce que c'est la saison des pluies et c'est pile au moment où il va pleuvoir et sa famille risque de mourir noyée, donc il doit s'échapper. Et on aura une deuxième partie du film qui sera une véritable chasse à l'homme, un peu à la manière de Predator. Oui. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien le film. On aurait pu choisir Predator. Choisir Predator, tout à fait. Mais non, Apocalypto, c'est un film dont je voulais quand même parler parce que c'est déjà rare, je trouve, qu'on ait un film sur les Mayas en soi. En général, les Mayas, tout ce qui est un cas ou autre, c'est toujours via une quête de l'Eldorado, des films d'aventure, des trucs de légende. Là, on a vraiment un film qui est du point de vue des Mayas. On n'aura pas d'occidentaux enfin, si je peux me permettre un petit spoil, une petite trace, un petit plan à la fin, mais bon, sur 2h12 de film, on s'en fiche un petit peu. Oui, et puis sans aucune incidence sur l'histoire. Exactement. C'est juste, je pense, une petite référentiel chronologique, historique, pour essayer de situer le film, à peu près. Mais là où il y a de l'importance aussi pour ce film, déjà, c'est une anecdote personnelle. C'est mon premier film en VOSTFR, version originale. Et là aussi, c'est très important. C'est ce que j'avais beaucoup aimé chez Mel Gibson pour ce film, mais également son précédent, qui était La Passion du Christ. Alors, le film, je ne l'ai pas aimé, mais ça, c'est aussi un autre sujet. Comme c'est des films, il a voulu faire quelque chose de très réaliste, qui se passe à certaines époques, et ces films, le parler des films, le langage, c'est le langage de l'époque. En gros, La Passion du Christ, c'est en araméen, et Apocalypto, c'est en maya yucatèque. C'est-à-dire, à l'époque où moi j'avais été voir le film avec mes parents, ou que vous le voyez sur une plateforme, vous achetez le DVD, le Blu-ray... Tu faisais maya LV1, non? C'est ça, non?
C'est pour ça que j'ai quelques petites notions d'accent, c'est exactement pour ça. Après, je sais pas si je me maquillerai comme eux au quotidien, mais voilà, c'est un film qui est en maya, tout simplement. Oui. Et ça me fait penser, on parlait de Predator, mais aussi après, la dernière itération de Predator, où il y a une version en Comanche. Oui, alors différente, Oui. totalement différente, parce que le Apocalypto a été tourné en maya. Oui. Ouais, c'est pas la même chose. À un moment, le réalisateur Dan Trachtenberg voulait que ce soit en Comanche, mais la production n'a pas voulu. C'est du doublage qu'on a sur Disney+, et sur le Blu-ray. Okay. C'est un doublage qui a été fait après le tournage. Ok. Mais c'est quand même bon de le noter qu'ils ont quand même voulu faire l'effort pour la distribution du film. Oui, et puis ils ont quand même fait l'effort, au moins même de le doubler, c'est déjà bien. Oui, déjà. Mais ouais, Apocalypto, il y a ce côté justement très historique, les moyens d'un film américain, d'une production hollywoodienne sur une époque qu'on ne voit rarement, du moins de ce point de vue-là, avec des maquillages somptueux. Il y a une petite anecdote concernant l'antagoniste principal, celui qui voudra pourchasser le héros. Il y avait, il me semble, 7 heures de maquillage par jour. Que ce soit bien sûr les peintures, mais même quand on voit, là on a la jaquette sous les yeux, de tout ce qui est bijoux, piercing. C'est un travail monumental, un travail monstre. Mais j'imagine qu'on voit justement la fameuse cité avec la reconstitution des fameuses pyramides. Je me souviens qu'à l'époque, on connaît Mel Gibson un peu pour sa violence, que j'étais assez cru justement les scènes de sacrifice. Les scènes de sacrifice à cette époque-là, c'était on amène les personnes au sommet des pyramides et on leur arrachait le cœur. On les ouvrait et voilà. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Mais non, Apocalypto, il y a ce côté justement historique qui est vraiment intéressant. Et bon, Predator, j'adore. Donc ce côté justement chasse à l'homme qui est ultra tendu. Oui, puis la réalisation qui est quand même ultra trépidante, c'est vraiment un film extrêmement bien réalisé à ce niveau-là. Les scènes d'action sont des vraies scènes d'action. Mel Gibson, il l'a déjà prouvé plusieurs fois, Braveheart. Oui. Et il le prouvera aussi après avec le film de guerre Tu ne tueras point. Il a la maîtrise. C'est vrai que ce n'est pas que l'acteur que tout le monde connaît de L'Arme Fatale ou autre. Et même avec les déboires qu'il a eu au moment de la Passion du Christ et qui était au moment d'Apocalypto et qu'il a actuellement, parce qu'il est considéré maintenant comme le porte-parole de Trump au sein d'Hollywood, c'est quand même un génie de la mise en scène. Tout à fait. On ne peut pas lui retirer ça. Non. Donc non, c'est un film, tu vois, je l'ai choisi parce que franchement, je crois qu'il est quand même assez méconnu du grand public. J'ai envie de dire. Je pense que c'est pas celui qu'on retient le plus, malheureusement. Je crois qu'il a fait un peu peur, justement, par sa violence au moment de sa sortie. Il a été assez peu diffusé, j'ai l'impression. Peu diffusé, peut-être que ça soit que de la VO aussi. Le fait aussi, tout à fait. Il y a eu beaucoup... je sais que La Passion du Christ avait énormément cartonné en termes de chiffres, j'entends pas de critiques. Il a été assez critiqué, La Passion du Christ. Peut-être parce que justement on avait une vision de Jésus-Christ qui était peut-être beaucoup plus parlante que des Mayas. Je dirais pas que ça soit un sujet malheureusement qui parle à tout le monde, mais justement je dirais que si vous voulez en savoir plus, c'est un film parfait pour découvrir cette culture, du moins à l'époque, et que pour moi, vu le cycle de la médiathèque et de la bibliothèque, on ne pouvait pas passer à côté. Et on peut le voir vraiment aussi juste comme un grand film d'aventure. C'est un film qui peut se voir vraiment avec plusieurs angles différents et on y prend toujours beaucoup de plaisir. Et vraiment, si la langue maya vous fait peur, le film n'est pas très bavard non plus et même de ce qu'on voit, tout se comprend à l'image. Oui, c'est un vrai cinéaste qui n'a pas forcément besoin de dialogue pour faire avancer sa narration. C'est ça, tout à fait. Et donc maintenant, après avoir visité Mexico avec les Amours chiennes, descendu un peu sur l'isthme d'Amérique
l'Amérique centrale avec Apocalypto. Maintenant, on attaque l'Amazonie avec le film Sorcerer, donc de William Friedkin. Oh, chef-d'œuvre. Voilà, donc William Friedkin qui sortait justement des succès de L'Exorciste et de French Connection, avait un peu, du coup, été très bienvenu au studio, et il avait donc les mains libres pour ce film qui n'avait pas forcément un très très gros budget, mais par contre il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Donc voilà, il s'est dit, il avait adoré le film de Clouseau, donc le Salaire de la peur, donc qui doit dater de 52 ou de 53, qui était déjà adapté d'un roman français de Georges Arnaud, et il avait adoré ce film-là, et il adorait Clouseau d'une manière générale, et il dit, je vais m'en faire ma version personnelle. Et donc il va transposer donc l'action en Amérique latine. Donc on va suivre 4 personnages, dont un Français interprété par Bruno Kremer, un Américain donc par Roy Scheider qu'on avait déjà vu justement dans French Connection, mais qui sera le chef Brody dans Les Dents de la Mer. Le fameux chef Brody. Il nous faudrait un plus gros bateau. Voilà, un acteur dont on parle trop peu. C'est vrai. On parle trop peu. Francisco Rabal qui va jouer un tueur à gages tout en élégance, et Amidou qui va jouer un terroriste palestinien. Ces 4 gars vont donc être chargés de conduire un camion rempli de nitroglycérine pour aller éteindre un énorme incendie qui se situe à 300 ou 400 km de là, en sachant qu'il faut traverser la jungle, que la nitroglycérine elle est vieille, donc extrêmement instable, donc il fallait des conducteurs hors pair. Donc là, ça va être le début d'une épopée qui, en fait, va reproduire énormément les conditions de tournage. L'histoire se passe donc dans une dictature sud-américaine, mais le film est réalisé où on est en République dominicaine. Voilà, donc le tournage a eu lieu en République dominicaine, sous des pluies torrentielles, sous des conditions de boue, etc. Donc avec toutes les maladies qui accompagnent ce genre de tournage, c'était pratiquement un apocalypse now avant l'heure, on va dire. Et avec un William Friedkin survolté qui a fait prendre des risques incroyables. Donc quand on voit le camion traverser un pont de corde, le camion traversait un pont de corde. Ah ouais, il n'y avait pas de mythe. Ah ouais, oui, à ce point-là. Donc pas de trucage et tout, ils l'ont vraiment essayé de le faire. Ils l'ont vraiment fait. Donc non. Je pense qu'avec Marc, vous aurez remarqué que oui, j'ai dit chef-d'œuvre au début, mais j'ai pas vu le film. Là, j'ai un peu honte par contre. J'ai un peu honte. Mais non, c'est un film que je veux voir depuis un bon bout de temps, parce que bon, déjà William Friedkin, oui. Et c'est un très très grand réalisateur, et que quand tu vois déjà, il a une sacrée notoriété. Ce film, quand tu vas sur des plateformes du style Sens Critique ou autre, à quel point il est super bien noté et placé très très haut, et même quand on parle au sein parmi des passionnés et tout, c'est un film qui ressort énormément, qui est connu en effet pour ses problèmes de production, pour son image, hein, là on a la jaquette une fois de plus sous les yeux, le fameux camion sur le pont en bois, voilà, c'est une scène qui est mythique, ça. Oui, tout à fait. Et un casting, donc on a affaire à 4 parias qui sont en train de fuir les exactions qu'ils ont produites, qu'on voit au début du film, chacun à leur tour. Donc il y en a un qui commet un meurtre, il y en a un qui commet un attentat, il y en a un qui est poursuivi par des Italiens pour des questions de dette, etc. Donc voilà, donc c'est pour ceux qui ont vu Le Salaire de la peur, c'est beaucoup plus, je dirais, trépidant et beaucoup plus... en fait, c'est beaucoup moins propre que Le Salaire de la peur. Le Salaire de la peur, c'est un très beau noir et blanc. Plutôt viscéral, ça. Voilà, beaucoup c'est tendu, ça. Tout viscéral. À fait, ouais. Alors, on sent la moiteur de la jungle. C'est ça. Le Salaire de la peur, c'était un film plus cérébral. Là, c'est une parfaite transition. On a fait Apocalypto, on traverse la jungle. Là aussi, c'est exactement la même chose. C'est juste, on change d'époque pour le coup. Un peu, oui. On change de moyen de transport. Mais non, moi j'ai envie de le voir. Par contre, là, je vois justement sur la jaquette un director's cut. À l'époque, justement, qu'est-ce qui était sorti comme version? Est-ce que tu as vu les deux versions, toi? Non, j'ai vu que le director's cut. Alors, j'ai vu Le Convoi de la peur à l'époque, ça s'appelait encore Le Convoi de la peur, il y a longtemps en VHS. C'est vrai que le titre VO c'est Sorcerer, et depuis les dernières ressorties, ça ne sort que sur ce titre VO, Sorcerer. Voilà. Et je suis incapable de te dire si j'ai vu la même version, parce qu'il y a un gros laps de temps entre mes deux visionnages. C'est sûr que c'est pas moi le plus vieux entre nous deux. Non, moi j'ai le bénéfice de l'expérience. Pardon, maître. Donc j'ai perdu le fil, mais c'est pas très grave. Donc oui, s'il est sorti en 77, puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est complètement planté au moment de sa sortie cinéma. 77. Il est sorti, je crois, la même semaine que Star Wars.
Un nouvel espoir, l'épisode 4. Voilà, donc il a été complètement invisibilisé par ça. Un peu comme la même chose qui s'est produite avec The Thing et E.T. Donc, voilà, et c'est des films qui sont devenus mythiques par la suite, quoi. Et c'était un peu le début d'une mini-traversée du désert d'ailleurs pour Friedkin qui a... Oui, tout à fait, parce que tu les as cités, hein, French Connection, L'Exorciste et Sorcerer, après il enchaîne avec Cruising, mais c'est des films beaucoup plus qui seront beaucoup confidentiels. Exactement, beaucoup plus confidentiels. Cruising, La Chasse. C'est ça. Avec Al Pacino. C'est tout à fait ça. Très bon film aussi. Et d'ailleurs, William Friedkin qui nous a quittés il y a 1 an ou 2 maintenant. Oui, c'est assez récent. Oui, il avait continué à nous faire des films quand même de bonne qualité encore. Je pense à Bug. Ah bah oui, Bug et Killer Joe, c'est 2 derniers films qui sont vraiment très très bons. Et surtout Bug. Son dernier, l'affaire de la mutinerie Kane, je l'ai vu. Je l'ai pas vu celui-là. Un peu moins emballé. D'accord. On sent que le bonhomme était malheureusement fatigué. C'est son dernier film qui est sorti à titre posthume. Pour la petite anecdote, justement, il s'est murmuré que il était tellement déjà fatigué et éteint, le bonhomme, qu'il a dû avoir le soutien d'un autre réalisateur pendant le tournage, qui est dit Guillermo del Toro. Ça va. Voilà. Pas mal comme assistant. Tout à fait. Ça rejoint justement ce qu'on disait avant. Del Toro, il est encore là. Voilà, tout à fait. Voilà, donc Friedkin, oui, il n'y a pas beaucoup de films à mettre de côté. Je parlerai aussi d'un des films qui est considéré comme le maître étalon esthétique des années 80, qui est Police fédérale Los Angeles, dont les historiens de cinéma font souvent le débat pour savoir est-ce que c'est Manhunter de Michael Mann ou est-ce que c'est Police fédérale Los Angeles qui est vraiment l'étalon esthétique des années 80. Moi j'aime bien les deux, donc il n'y a pas de souci. Mais oui, faut que je le rattrape celui-là. Je crois même que je vais sauter sur le DVD une fois que l'enregistrement est terminé. J'essaie de le voir rapidement pour le rendre disponible à ceux qui nous y compteront par la suite. Voilà. Il sera de retour pour le 12 avril, le début de l'expo. Je vais faire en sorte. Je te propose qu'on continue sur l'aventure, mais qu'on refasse quand même un petit saut en arrière pour revenir en l'an de grâce 1560, avec cette fois-ci un film allemand qui est Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog. Voilà. Avec Klaus Kinski. Le mythique Klaus Kinski. Là, pour le coup, on ne suit pas de Maya ou autre, on suit une armée de conquistadors qui s'enfoncent dans la forêt vierge, qui est bien sûr à la recherche de la mythique Eldorado. Et pour trouver la fabuleuse cité d'or, Aguirre, qui est le personnage principal joué par Kinski, il est prêt à tout sacrifier pour atteindre cette fameuse cité. C'est un film que j'ai... Alors c'est même pas pour les besoins du podcast, je l'avais emprunté à la bibliothèque juste pour ma culture ciné, parce que Werner Herzog, en ce moment je suis en train d'essayer de me faire toute sa filmographie. Ah bah très bien. Et j'avoue que c'est un réalisateur que j'avais... dont j'ai appris l'existence via un vidéaste sur YouTube qui est le Fossoyeur de films. D'accord. Il avait fait une vidéo sur un autre film de ce réalisateur qui est Fitzcarraldo, qu'on aurait pu prendre aussi. Tout à fait. Il aurait très bien figuré dans le cycle. Et je suis tombé sur celui. J'ai commencé avec Nosferatu, sa version de Nosferatu. Avec Isabelle Adjani. Tout à fait. On avait fait aussi Au cœur des volcans, son documentaire. On l'avait proposé à Zone I, tout à fait, diffusion presque en plein air. Avec 41 images par seconde, le ciné-club vendômois. Du coup, je continue avec Aguirre, qui est un film, alors j'avouerai qu'il m'a laissé un peu perplexe quand même au début. Il est assez spécial. Je trouve que c'est un film qui s'apprécie et auquel on peut se passionner quand on connaît l'envers du décor. Tout à fait. Ça rejoint, encore une fois, on fait une belle transition avec Sorcerer qui a des problèmes de production monstres. Là, le film est très connu pour ça, notamment pour Klaus Kinski. Oui. Alors déjà pour la production, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans un cadre pas du tout sécurisé. Tout le film il s'ouvre justement sur une descente du convoi des conquistadors qui descendent une sorte de falaise où tu vois que justement ils font un pas de plus et ils tombent dans le vide, ils peuvent se blesser gravement.
C'était vraiment le cas. Oui. Il n'y avait pas de sécurité sur le tournage. Je pense aussi qu'on voit les scènes avec les rapides et les radeaux. Je pense que ça devait être aussi très compliqué. Oui. On sait que tourner sur l'eau, voilà. Ouais. On retrouve un peu, ça a été un point commun, un fil conducteur entre pas mal de nos films, une espèce de fascination obsessionnelle des réalisateurs pour l'environnement dans lequel ils sont tournés, et en fait ils veulent l'exploiter au maximum. Et de toute façon, on est un peu loin de tout ce qui est compagnie d'assurance, oui, en termes de ou service logistique, d'État, c'est compliqué. Donc ils y vont à fond. Ça, et il me semble aussi qu'il y avait une histoire comme quoi une des caméras du film a été volée pour tourner le film. Je sais, par Herzog lui-même, je sais pas, mais ils ont utilisé une caméra volée quand même. C'est possible. Et bien sûr, Klon Kinski, qui était un acteur, comment on pourrait le qualifier unique en son genre. Unique en son genre, mais inimitable. Tellement perché, tellement... Voilà, je sais pas, voilà, Aguirre pour moi c'est un documentaire. Ouais. Avant, c'est une fiction, mais pour moi c'est un documentaire parce qu'il y a le côté très naturaliste de propre à Herzog. Oui. Donc on pourrait s'imaginer que il a pris une caméra et il a remonté le temps pour filmer cette quête de conquistador comme si elle était d'époque. Mais comme le personnage d'Aguirre et Kinski en fait se rejoignent, on a l'impression qu'en fait on a l'impression d'assister à une sorte de making of quelque part. Et on peut mettre en parallèle le documentaire qu'avait réalisé justement Herzog qui s'appelle L'ennemi intime, ou Ennemi intime, je ne sais plus très bien, justement sur sa relation avec, dans ce documentaire, énormément de rush, de moments de tournage de ces films avec Kinski normalement sur Fitzcarraldo et Aguirre, et où les crises de colère de Kinski qui sont monumentales, très difficiles à gérer. À tel point que sur Aguirre, il est dit qu'il faisait tellement peur aux figurants dans le pays dans lequel ils ont tourné, en Amérique du Sud. Il leur faisait vraiment peur. Il y en a même qui proposaient à Werner Herzog de vouloir, on peut le tuer si tu veux, on peut s'en débarrasser. On peut l'exorciser un peu. Ouais. Ah mais pas du tout sur le ton de la blague, par contre, il paraît que c'était vrai. Et que même Herzog lui-même a été carrément menacé, Kinski, avec un revolver. Oui. Ah, ça partait très loin. Mais c'est étrange de voir à quel point, justement, ces deux hommes avaient l'air de se détester, mais on sent quand même une passion professionnelle entre les deux. Ils ont fait 3 films ensemble. C'est ça, et au moins Aguirre 3. est le premier, et leur première collaboration. Mais mis à part ça, il y a aussi ce qui est génial avec Aguirre, c'est que c'est un film qui est très métaphorique. Parce que le personnage d'Aguirre, parce qu'il y a quelques personnages dans le film qui ont vraiment existé, comme l'homme d'église, le missionnaire, il a vraiment existé, je n'ai plus son nom malheureusement. Mais Aguirre, c'est vraiment on suit ces conquistadors qui sont vraiment obsédés par cette quête, vraiment... c'est un film sur la folie. Ils sont orgueilleux et on a ce personnage en fait qui va les emmener à leur perte, tout simplement. C'est la réponse de Dieu. Ce personnage, c'est leur punition, tout simplement. Pour aller jusqu'au bout de leurs obsessions. Et c'est aussi là qui est génial chez Herzog, parce que hormis ce côté très naturaliste, il arrive toujours à mettre une ambiance assez philosophique et envoûtante dans ses films. Je pense qu'en plus c'est le même compositeur, Popol Vuh, pour la musique. Il me semble pour Nosferatu, et je me souviens de la musique de son Nosferatu qui est aussi très spéciale, mais elle t'emporte, elle te pose une ambiance magistrale qui fait tout le film, je trouve. Et Aguirre, si vraiment je dis pas de bêtises, c'est exactement le même. Donc c'était une sacrée découverte, et là pour le coup j'ai envie de voir Fitzcarraldo. Oui, je pense qu'il faut enchaîner. Très bien. Donc voilà, maintenant qu'on a descendu l'Amazonie, direction l'Argentine. Oui. Et du coup, on va quitter un peu la jungle, parce que là c'est bon, on a fait 3 films d'aventure quand même. Oui. La cucaracha, y yo no quiere caminar, porque no puede, ya no quiere, tantas pulgas aguantar. La cucaracha, y yo no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana pa' fumar. Nous voici donc arrivés en Argentine, donc là avec le film Le braquage du siècle, un film de Ariel Winograd, un film récent, un film de 2020. Donc c'est un film qui s'inspire d'un fait réel, un braquage qui a réellement eu lieu à Buenos Aires en 2006. Et donc on va suivre la petite troupe de cambrioleurs qui organisent et qui vont recruter un peu à l'Ocean's 11 pour faire ce braquage. À la différence d'Ocean's 11, c'est qu'on a affaire à des gens, on
n'a pas affaire à Brad Pitt ou à Matt Damon, on a affaire à des trognes qui sont vraiment assez typiques du cinéma sud-américain. Au cinéma, on voit plus souvent des trognes qu'on a l'habitude de voir tous les jours que des mannequins, le magazine. J'aime beaucoup Brad Pitt et George Clooney. Et voilà. Et donc il y a un côté assez réaliste et du coup aussi c'est des personnages qui sont issus de classes beaucoup plus populaires. Donc c'est pareil, c'est un cinéma qui n'hésite pas. On voit des petites filles avec des maquillages arrivés, donc très joli. Bonjour. Ça pourrait être pour la fête des morts justement. Ah oui. Je joue à ça. Ouais. Je vais pas parler trop fort qu'à m'entendre. Mais elles sont très jeunes quand même. Fête des morts. Donc voilà. Donc on va suivre le cerveau du braquage qui va donc recruter ses différents comparses et c'est un film qui est ultra réjouissant. Là on a été sur des films qui n'étaient pas forcément très très drôles et là c'est vraiment un soit violent soit un peu pesant en termes d'ambiance, ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'un peu de légèreté par moment ça ne fait vraiment pas de mal. Là celui-là c'est vraiment un super divertissement, donc qui est très rythmé, qui est musicalement ultra groovy et qui est un montage aussi qui est très dynamique parce qu'il en fait, il alterne les moments de préparation et les moments de braquage. Oui. Donc, de façon assez maligne. Et les personnages, ils sont tordants. Il y en a plusieurs qui sont vraiment très, très drôles. Et aussi, c'est une bande de bras cassés. On a du mal à imaginer qu'ils vont arriver à échafauder un braquage aussi pointilleux, mais ils ont des éclairs de génie qui sont, au bout du compte, complètement crédibles. Donc, si vous avez vraiment envie de passer un bon moment, je vous le conseille. Le réalisateur Ariel Winograd, par contre, il est très peu connu. C'est le seul film un peu qui est sorti d'Argentine. Il a fait une quinzaine de films. J'en connaissais aucun. Donc, il faut dire aussi que c'est peut-être pour ça aussi que dans notre liste on avait pas mal. On a eu 2 films américains, un film allemand parce qu'on est en Europe, mais c'est vrai que les films qui viennent directement du continent, on n'en a pas forcément. La distribution, elle est un peu plus. Oui, en festival quoi, en festival et c'est vrai qu'on a plutôt tendance en plus à faire venir des films à mon avis qui correspondent pas Les films sud-américains qui nous arrivent sont souvent des films qui sont faits pour le festival de Cannes ou qui ont vraiment des caractéristiques de films de festival. Et je pense que les films que vont voir les Argentins ou les Brésiliens, etc., ont du mal à sortir des frontières. Et pourtant, c'est un film qu'il devrait parler, parce que je vois là justement que. Ah non, c'est pas le film, mais c'est le casse en question dont tu as parlé, comme tu disais, un fait réel, qui a inspiré le succès de la série La Casa de Papel. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est un film qui devrait être en effet mis en avant, et pour tous les gens qui ont aimé La Casa de Papel et qui aiment en général les films de braquage, devraient se tourner vers celui-ci. Tout à fait. Comme moi, il faudrait que je le tente. Ah oui, non, mais là-dessus, c'est vraiment un bon moment. Rien qu'avec le rythme, même la qualité de la photographie est vraiment super. Donc, il y a plein de couleurs, les mecs. Ils sont assez élégants dans leur inélégance. C'est joliment dit ça. Donc, quel poète Étienne. Ouais. donc voilà, le braquage du siècle de Ariel Winograd, film argentin. Et on le dit, j'ai écouté bien sûr les émissions, j'ai dit celle à laquelle j'ai participé. Vraiment profiter des lieux comme les bibliothèques d'Aglopolis qui puissent nous comment dire ça, nous permettre d'accéder à tellement d'œuvres qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce ou assez facilement à la télévision. Et comme on disait justement, les films de ce continent sont pas faciles, enfin ils ont une distribution assez compliquée. Alors si déjà on a ces films-là, déjà pour l'émission, pour le podcast, c'est franchement, si vous aimez le cinéma, jetez-vous dessus, parce que c'est une des rares occasions où vous aurez cette chance de pouvoir découvrir ces œuvres-là. Tout à fait. Sur ce, Étienne, je te propose de rester un peu en Argentine et d'aller un peu dans l'horreur, mine de rien, après cette légèreté, parce qu'il fallait bien que je parle d'un film d'horreur quand même. Il en fallait un dans la série. Et du coup, ça sera un film de Demian Rugna. Tu vois, je l'ai loupé l'accent là. Pas facile. Rugna.
Demian Ruña. Et c'est When Evil Lurks. Tout à fait. Alors un film aussi qui n'a pas eu le droit à une grande distribution. On a eu la chance de la voir au Lobis l'année dernière, si je ne me trompe pas. Oui. Et je pense qu'il n'a pas eu Voilà, on a eu cette chance de la voir. Le DVD est sorti il n'y a pas longtemps et normalement Shadows avait procédé à un crowdfunding il y a quelques mois pour pouvoir acquérir une superbe édition Blu-ray 4K avec l'un des, si je ne me trompe pas, premier film du réalisateur, Terrified. Alors je ne sais pas si c'est son film précédent. Alors je ne connais pas sa carrière avant. Je connais que ces 2 films-là. En tout cas, j'ai pris cette grosse édition. Je vais pouvoir découvrir ce film en même temps. Oui. Mais du coup, et When Evil Lurks, alors ça, si ma mémoire est bonne, on y suit 2 frères paysans. Et à un moment, je ne sais plus pour quelle histoire, mais leur propriétaire est atteint d'un mal. Oui, il y a un mal bizarre qui rôde. C'est le titre en anglais, Quand le mal rôde. On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est un virus ? À un moment, on suppose, il y a des notions de croyance qui arrivent. Est-ce que c'est justement de la possession ? On ne sait pas trop encore à ce niveau-là. Si c'est de la possession, en tout cas, c'est vraiment traité comme un virus. Et le fait, ils vont voir leur propriétaire qui est vraiment dans un état, le pauvre. Et mention pour le maquillage, par contre. Oui, tout à fait. C'est immonde. Mais c'est magnifiquement bien fait. Oui. Mais ils vont vouloir à un moment se débarrasser du corps. Oui. Et ils vont perdre il y a un petit côté un peu humour noir quand même. Parce qu'ils sur cette séquence-là, ils le mettent à l'arrière du fourgon et sur la route, ils perdent le corps, ils savent pas où ils laissent, n'importe quoi. Mais comme il y a cette notion de mal qui pourrait se transmettre, à un moment, ça va enchaîner plein de situations... violente, parce que le film, il faut dire, c'est un film d'horreur, mais des fois les films d'horreur ça peut être édulcoré ou quoi que ce soit quand on les vend. Là, non, ils ont oublié l'édulcorant. Non, là, voilà, les enfants ne sont pas épargnés. Donc je ne leur dirai pas plus. Mais voilà, dès que les premiers événements arrivent, c'est les montagnes russes. C'est une frénésie horrifique, comme on en voit rarement, avec un rythme de fou. Les événements s'enchaînent. Il faut être sacrément bien accroché. Ah oui, parce que le film, franchement, il a peur de rien. Non. Et même si on peut penser que le film, on peut dire, là, il va peut-être au moins dépasser la limite d'un film hollywoodien, parce que des fois, il se pose des limites, politiquement correct. Là, tu sens que le film, il veut les franchir. Oui. Donc, tu t'y attends, mais pas de cette manière-là. Tout à fait. Il y a une scène, encore une fois, j'en dirai pas plus, avec un chien. Oui. Je m'y attendais, mais la brutalité, je m'y attendais pas. Pas à ce point, en tout cas. Oui, là où il est malin, le réalisateur, c'est qu'il nous fait sentir la scène, il nous fait sentir, le prolongement de la scène, ce qui va se passer. Et quand ça arrive, malgré tout, on est scotché. Là-dessus, il est très très fort. Ah non, mais c'est parce que moi je l'ai beaucoup aimé, parce que oui, j'aime le cinéma d'horreur, mais vraiment la tension constante qu'il y a dans ce film. Alors, qui s'amenuit, je trouve quand même sur la fin, un petit peu. Mais non, c'est vrai, c'est un divertissement rythmé. Ouais. Et ça permet, c'est l'occasion aussi là du coup de filmer la campagne argentine. Donc on sort un peu de la ville, on sort de Buenos Aires. C'est vrai qu'on peut dire un des clichés quand même de ce cinéma-là, c'est soit la jungle. Oui. Peu importe l'époque, c'est la jungle, ou alors les grandes cités, et surtout tout ce qui est favelas, vraiment la misère de ça, ou alors si on veut retourner au Mexique, tout ce qui est cartel. Voilà, c'est ça. C'est vraiment les 3 grosses thématiques, les 3 gros décors principaux. Et là, on est chez des agriculteurs argentins. Donc c'est assez rare pour qu'on le précise. Et ce film a eu plusieurs prix. Il a eu 2 prix à Gérardmer, prix du public et prix du jury. Donc, un bon palmarès. Ah oui, non. Et donc, on attend. À la bibliothèque, justement, son film précédent qui s'appelle Terrified, avec un D, pas comme Terrifier, donc Terrified. C'est autre chose, ça. Voilà. C'est glauque, mais pas dans le même sens. Je préfère When Evil Lurks, personnellement. Là-dessus, il n'y a pas photo. Et disponible aussi à la bibliothèque. Donc, c'est un bon film aussi. Moins abouti que When Evil Lurks, mais malgré tout, n'hésitez pas à venir aussi emprunter celui-là. Et justement, le fait qu'il ait eu un visu grâce à Gérardmer, déjà, moi, personnellement, j'attends sa prochaine réalisation. Oui. Et j'espère justement que ce réalisateur aura un peu plus de visu dans nos contrées. Pour le coup. Alors, j'espère quand même. Depuis l'élection de Javier Milei, quand même, le cinéma se porte très mal en Argentine. Donc, lui, il a vu ses projets annulés, aux dernières nouvelles.
Rien ne l'empêche justement, comme ça a été le cas avec nos amis cinéastes mexicains en début d'émission, peut-être d'être appelé par d'autres producteurs, pas forcément américains, mais peut-être d'autres occasions ailleurs qu'en Argentine. Oui, tout à fait. On l'espère en tout cas. Et pour finir, nous voici de retour donc en ville, à Buenos Aires, avec Happy Together de Wong Kar-wai, donc un film hongkongais. Je me marre parce que là, c'est vrai, on a fait plein de pays, mais je pensais pas qu'on s'éloignerait autant. Donc un film hongkongais, mais dont l'action et le film a été quasiment entièrement tourné à Buenos Aires. Donc un film de 97 qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes justement en 1997, et c'est notable que c'est la première fois qu'un cinéaste hongkongais, donc Wong Kar-wai, a eu un prix de reconnaissance internationale. Et c'était le premier d'une longue série pour lui, qui après, avec In the Mood for Love ou 2046, va accumuler les prix. Donc le projet, en fait, il est né dans la tête de Wong Kar-wai parce qu'il était fan de beaucoup d'écrivains argentins et il avait fantasmé la ville de Buenos Aires et il voulait absolument tourner un film là-bas. Donc il y allait avec Leslie Cheung et Tony Leung, qui étaient ses acteurs, mais sans scénario, et avec le chef-op. Et en fait, sur place, donc, il le fait souvent, lui, tourner son scénario, il a des idées de plans, etc. Et après, souvent, il construit son film en montage. Certains réalisateurs ont leurs habitudes, qui peuvent paraître un peu perchées, assez inhabituelles, mais qui fonctionnent. Et donc, ils sont arrivés sur place et ils ont essayé de faire ça dans la règle. Donc, ils ont contacté les autorités, les studios, etc. Et au bout d'un mois, ils n'ont pas réussi à faire une seule scène. Donc on dit tant pis, on fait tout à l'arrache, et ils ont tout filmé à la sauvage, sans autorisation. On va faire comme chez nous à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong ça se passe souvent comme ça en fait. Tu demandes pardon plutôt que de demander l'autorisation quand tu te fais choper, quoi. J'adore la politique, cet état d'esprit. Rien que pour ça j'ai envie de voir le film. Donc en fait l'histoire en elle-même, c'est l'histoire de deux amants, donc qui sont interprétés par Leslie Cheung et Tony Leung, qui vont se décider d'aller vivre à Buenos Aires. Donc, mais là-bas, en fait, leur histoire tourne mal. Ils veulent absolument visiter les chutes d'Iguassou, donc les célèbres chutes qui sont à la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Et ça se passe mal. Bref, ils se disputent. Et en fait, c'est tout le long du film, c'est l'histoire de ce couple qui essaye absolument de se rabibocher, mais comme ils ont tendance à avoir un côté toxique l'un comme l'autre, ça ne marche jamais. Et là où le film est très fort, c'est surtout au niveau des prises de vue du chef-op qui s'appelle Christopher Doyle. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Le nom me dit quelque chose. C'est un film qui est incroyablement beau. Alors Buenos Aires, du coup là on va être vraiment dans des petits quartiers, etc., dans leurs chambres pourries, mais c'est filmé d'une façon hallucinante. L'aspect est aussi dû à un problème économique, car en fait, à la fin du tournage, ils avaient eu des problèmes, ils ont été obligés de faire des économies de pellicule, et ils ont tourné pas mal de scènes en 12 images par seconde. Mm-hmm. Christopher Doyle, c'est un spécialiste de la caméra à l'épaule, il utilise énormément de filtres. C'est un film qui a généré un tas d'iconographies qui sont incroyables, parce que déjà les deux acteurs sont superbes, ils sont géniaux, ils sont vraiment... ils sont très connus. Ils sont très connus. Ah oui, absolument. Mm-hmm. Les noms me disent... Je ne pourrais pas te citer des films, mais je sais que par exemple Tony Leung, c'est un nom que j'ai vu plusieurs fois. Tony Leung, il a commencé à être connu avec À toute épreuve de John Woo, et puis après il a joué dans tous justement les grands films de Wong Kar-wai qui sont In the Mood for Love avec Maggie Cheung et 2046. C'est lui qui apprend aussi le rôle de Ip Man dans sa version de The Grandmaster. C'est Tony Leung. Oui. Et Leslie Cheung, lui, c'est une vedette de la cantopop, parce qu'avant la K-pop, il y a eu la J-pop, et avant la J-pop, il y a eu la cantopop. On va toutes les faire en fait. Et donc lui, c'est avant tout un chanteur, mais qui est un des acteurs qui a le plus percé en Occident, notamment avec l'histoire de Fantôme chinois. Je pense que tu as entendu parler. Oui. Il est dans le syndicat du crime 1 et 2 de John Woo. Il est dans le festin chinois de Tsui Hark. Je me trompe peut-être. Est-ce qu'ils sont dans l'un des deux est dans The Infernal Affairs? J'ai un doute là.
Ça doit être Tony Leung. Tony Leung. Mais j'ai un doute aussi. Ça doit être Andy Lau et Tony Leung. Mais j'avoue que j'ai un doute. Ouais. Je t'ai posé une colle. Si, c'est Tony Leung. Je pensais te mettre une colle. Il faut faire gaffe parce qu'il y a deux Tony Leung. Il y a Tony Leung Kar-Fai, qu'on voit dans L'amant de Jean-Jacques Hano. Oui. Et là, c'est Tony Leung Chiu-Wai. Non, je pense plutôt pour le deuxième. Voilà, ouais. Donc voilà. Donc Wong Kar-wai qui est un cinéaste atypique même pour Hong Kong, hein. Donc parce que Hong Kong, s'il y a quelque chose qui caractérise les films, surtout les années 90, c'est pas spécialement la photographie, et c'est spécialement la qualité de ce Wong Kar-wai. Donc il a voulu vraiment s'imprégner un maximum de l'ambiance de Buenos Aires, donc il y a énormément de morceaux de tango d'Astor Piazzolla, il y a la chanson Courou Coucou Paloma que je serais incapable de chanter, enfin il y a beaucoup de choses relatives, il y a des scènes de tango, enfin voilà. Oui, c'est une sorte de gros bordel incroyablement cohérent. Ça a l'air d'être un film vraiment joyeux. Pas du tout. Ah non, pas du tout, d'accord. On est vraiment sur un film de rupture qui n'arrive pas à s'accomplir vraiment. De la manière dont tu partais, je pensais à un film solaire, justement. Non, c'est... Mais bon, ça a l'air d'être très... C'est le film, c'est peut-être à cause du plaisir qu'il me procure, parce que c'est vraiment un film que j'aime énormément. Que j'ai découvert au cinéma à l'époque quand il est sorti en France à Poitiers. Je me souviens, j'avais été à Poitiers. Et qui m'a vraiment marqué. Ça reste mon film préféré de Wong Kar-wai pour l'instant. Et c'est aussi l'occasion de... C'est ça qui est bien aussi avec ces films. Tout ce qu'on a cité, et d'autres films aussi d'autres nationalités, d'autres régions, ça nous permet de voyager. On va complètement. De rien. Ouais. Oui. Parce que là, ne serait-ce que pour voir Buenos Aires, sans qu'on y ait prendre un billet d'avion, bon, bien sûr, c'est toujours mieux de voyager en vrai. Mais pour que quelqu'un qui ne peut pas, ne serait-ce que le cinéma, c'est une manière de s'évader quoi qu'il arrive. Tout à fait. Et la vision de Buenos Aires par Wong Kar-wai, elle est unique. Hein. Elle est franchement unique. Donc voilà, il a partagé son voyage. Oui, tout à fait. Et sa vision. Il est revenu en disant quand même, ça ne correspondait pas du tout au fantasme de Buenos Aires qui s'était fait à travers sa lecture. Mais malgré tout, on se retrouve avec un film unique. Tout à fait. Et à voir. Ah oui, voilà. Donc ça, c'était notre 7e choix. Pedra, inho, coco, inho, agro, hidro, ida, horte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, baziza, zazaziza, azanamenya, andandede, bandandede, bandandede, andandande, andandada, andandandede, andandede, andandada, ouais. Max 7, el podcast de América Latina. Alors, pour finir, donc après cette belle sélection, donc il y a plein de ressources en bibliothèque sur lesquelles vous pouvez compter en dehors des 7 films qu'on vous a présentés. Tellement, parce que là, on avait passé un petit peu de temps dans le bac, justement, pour choisir. Donc, notamment, il y a toute une catégorie de films familiales sur les thèmes de l'Amérique latine, comme Rio. Oui, le film de Blue Sky, le studio Blue Sky, ceux qui ont fait l'âge de glace. La légende de Manolo, qui est un film qui a inspiré apparemment Coco de Pixar. Alors inspiré en vrai je ne sais pas, mais il est sorti avant Coco, c'est une production Guillermo del Toro, et c'est quand même une histoire basée sur la fête des morts mexicaine, où on passe d'un monde à l'autre. Oui. C'est Coco quoi. Oui. Je ne l'ai pas vu la légende de Manolo, mais j'ai très envie parce que voilà, del Toro. Mais je pense que voilà, il y a la comparaison entre les deux films. Oui, c'est quand même prégnant. Voilà, elles sont innées. Après, il y a tous les films qui abordent les thèmes de l'exploration, les films d'aventure, comme The Lost City of Z de James Gray, voilà, donc, avec Robert Pattinson. C'est ça. Très bon film. Oui. La forêt d'émeraude, donc John Boorman. Mm-hmm. Mission qu'on va de Roland Joffé, voilà, avec De Niro, j'allais dire Del Toro, oui. Robert De Niro, Jeremy Irons, musique d'Ennio Morricone, grand compositeur. Voilà, et donc on assurera la diffusion cet été, fin du mois d'août, dans les parcs du château de Vendôme. Oui. Donc, un ciné en plein air pour un film qui se passe dans la jungle. Exactement. C'est parfait ça.
Alors, tu m'avais parlé aussi de La Route d'Eldorado. Oui, bah alors on passe de mission à La Route d'Eldorado, qui est un DreamWorks qui est sorti, il me semble, après Spirit, si je me trompe pas. C'est à l'époque encore où DreamWorks, ça y est, ils avaient connu l'immense succès avec Shrek, donc le cinéma, l'animation 3D, oui. Mais ils continuent encore à faire de la 2D. Et La Route d'Eldorado était encore de cette époque où ils faisaient de bons films du style, j'ai cité Spirit, mais également Le Prince d'Égypte. C'est vraiment cette période-là. D'accord. Et sans oublier, il y a beaucoup de comédies qui sont inspirées quand même du continent sud-américain, notamment L'Homme de Rio, de Philippe de Broca. Avec, tout est dans le titre. Jean-Paul Belmondo, Anna Karina. Non, c'est pas Anna Karina, c'est la sœur de... je fais une erreur. Françoise d'Orléac. Voilà. J'aime bien, tu fais des erreurs, mais tu arrives à te rattraper. Voilà. Et donc OSS 117 numéro 2. Ça, c'est qui celui-là? Ils l'ont pas gardé, il était pas bon, c'était pas le meilleur. Ah bah c'est pour ça, ils ont gardé le 117e. Donc Hubert Bonisseur de la Batte. Par Michel Hazanavicius. Voilà, donc avec Jean Dujardin, Louise Bourgoin. Non, du tout, Louise Monod. Ah bah voilà, c'est une autre Louise. Pierre Bellemare, dans son meilleur rôle. Tout à fait, oui. Je me marre, je revois les scènes et tout. Et je me refais le film et là je suis en train de me marrer. Je vois une des scènes. Ouais. Oui. Je vais m'arrêter là tout de suite parce que je vais vous refaire tout le film. Donc sur la piste de Marsupilami de Alain Chabat. Ouba. Avec Lambert Wilson, fan de Céline Dion. Ouais. Scène mythique quand même. Juste cette scène, le film il vaut le détour. Voilà. Et moi, je finirai par Super Nacho. Donc, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est avec Jack Black et c'est un hommage à tous les films de catcheurs mexicains qui ont inondé les cinémas du Mexique, justement, sur toute la deuxième partie du XXe siècle. Donc, voilà, Super Nacho. Et il y en a plein d'autres. Ah, tu vois que tu en as apporté un petit dernier. Ah oui, c'est vrai qu'on je l'ai repéré vite fait. On va revenir vite fait dans le film familial parce que je ne le connais pas du tout. Ça s'appelle Pachamama de Juan Antin. Et c'est parce que je vois que c'est par le producteur de Kirikou et Ernest et Célestine. Donc là, je vois le synopsis. Tepulpai et Naira, deux petits indiens de la Cordillère des Andes qui partent à la poursuite de la Huaca, un totem protecteur de leur village confisqué par les Incas. Je suis assez curieux quand je vois dès que je vois le dessin, l'animation 3D, j'ai l'impression quand même que c'est un beau petit mélange. Ça paraît assez simpliste, mais à la fois assez pictural. Je te montre en même temps. Très bien. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, très bien. Oui, je pense qu'on ça reste vraiment petit. Et quand je vois justement le producteur, c'est pas forcément gage de qualité, mais je vois les films qu'il a produits, je pense quand même que ça peut être une valeur sûre, donc peut-être une bonne découverte. Donc c'est Pachamama. Très bien. Et donc, rendez-vous tous à partir du 12 avril donc, pour ce cycle Amérique latine à la médiathèque Maurice Genevoix, donc à Blois. Donc, il y aura des projections, il y aura des expositions, donc il y aura les deux jeunes personnes qui ont voyagé, qui viendront nous présenter leur voyage, la Clémence et Oran, et tout ce qu'elles nous ont apporté comme éléments culturels, de connaissances sur la Bolivie, le Colombie et le Pérou. Et tout ça jusqu'au mois de juin. Donc, suivez bien le programme sur le site Aglopolis. En ce qui concerne la prochaine séance, pardon. Je fais souvent. On fait toujours là. Je crois que la dernière émission devient aussi mythique, peut-être. Ouais. Il ne manque plus que les sièges en cuir rouge, l'hôtesse Eddie Mitchell. Ah. C'était la dernière séance. T'as vu, j'ai chanté devant le micro. Quand même. Donc oui, la dernière émission, je crois qu'elle est disponible. Depuis ce matin même, nous enregistrerons le Max 7, on est le 29 mars, donc c'est disponible depuis ce matin. Depuis quelque temps, notre émission, nous avons changé le format, nous faisons deux parties. On fait un enregistrement à peu près de 3 heures, qu'on fait en 2 émissions. Donc on a la première partie qui est sortie ce matin, la deuxième devrait être disponible, je dirais, d'ici une petite quinzaine de jours, 2 semaines. Et pour les projections, actuellement, on est en train d'y réfléchir avec les lobbies. On a la date déjà, je crois. Tout à fait. Alors, on voyait déjà par rapport à 41 images et la prochaine séance, c'est vraiment en cours d'élaboration. Tout ce qu'on peut dire, c'est que là où on a au moins une date d'arrêté, c'est pour la prochaine séance. Ça sera au Lobis le vendredi 16 mai. Voilà. Donc, mais on n'a pas encore décidé du film. Suivez bien notre actualité sur les différents réseaux sociaux, la prochaine séance. Et on sera ravis de vous rencontrer au Lobis pour voir ce film ensemble. Et en parler, évidemment. Donc, n'hésitez pas, regardez des films, support physique au cinéma, rendez-vous dans les médiathèques et les bibliothèques.
C'était donc la Maxette avec Sébastien. Merci à toi d'être venu. Merci de m'avoir invité. Attends, il y a le petit thé, les petits gâteaux. Moi, pour un goûter, je suis toujours partant aussi. Et merci à l'équipe de la médiathèque de nous avoir accueillis. On leur fait coucou d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt. Adios. Las piedras jamás